Comment vendre grâce à l'emailing en 2024? C'est la thématique du jour. Je pense que tout le monde voit bien mon écran. N'hésitez pas, hein, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à le faire savoir. Au niveau du sommaire, ce qu'on va voir, c'est le paysage actuel de l'emailing. Nous allons voir comment créer une liste de diffusion de qualité, comment acquérir du lead, comment acquérir des contacts auprès desquels on va pouvoir justement faire de la prospection potentiellement. On va voir l'optimisation des taux d'ouverture et des taux de clic aussi. On va parler de marketing automation pour gagner du temps. Parce que quand on parle d'emailing, on parle de l'envoi d'email, mais l'envoi d'email, ça peut prendre beaucoup de temps, donc on verra comment l'automatiser. On va voir ensuite l'analyse et le suivi des performances et je vous donnerai des statistiques pour que vous puissiez voir un petit peu les taux d'ouverture, les taux de clics qu'on peut obtenir potentiellement chez nous, mais plutôt en moyenne pour que vous puissiez vous situer par rapport aux autres et voir s'il faut améliorer ou pas la délivrabilité et l'ouverture et le clic de vos mails. Et ensuite, bien entendu, un temps de questions-réponses. Eh bien, c'est parti. Les objectifs à atteindre, ça va être de pouvoir maîtriser les rouages de l'emailing, de pouvoir mesurer la performance de ces campagnes, de connaître bien entendu les bonnes pratiques et les outils du marché pour travailler correctement. Alors, il existe plein des outils, on verra d'ailleurs tout ce qui existe. Et ensuite, de pouvoir bien entendu appliquer tout cela au quotidien. Donc, je serai extrêmement preneur de toutes les questions opérationnelles que vous avez afin de pouvoir y répondre au mieux. Donc, n'hésitez pas, vous avez un onglet questions au niveau du webinaire. Et donc, du coup, dans cet onglet questions, vous pouvez poser l'ensemble de vos questions. Vous pouvez même voter pour les meilleures questions. Comme ça, on pourra répondre par ordre au niveau des questions, par ordre de vote. Alors, petit quiz pour commencer. Qui est cette personne? Qui est ce beau gaillard? Attention, hop, je vais publier le vote. Donc, il faut soumettre votre vote à votre avis. Qui est-ce? Est-ce que c'est le vrai Père Noël, Ray Tomlinson, Ty Mollinson ou le premier client WordPress de Pilotine? Attention, qui est ce monsieur? Là, ça vote, ça vote, ça vote. Eh bien, tous ceux qui avaient la bonne réponse, c'était Ray Tomlinson. C'est le créateur de l'email et du arrobase en 1971. Donc, c'est le saint-père de l'emailing. Grand respect à lui. Donc, ce cher monsieur, en fait, il testait, je crois, sur des petites machines et il s'est dit, tiens, comment je fais pour envoyer une information à un autre? Et donc, du coup, il a dit, tiens, sur un clavier, il y a un truc qui sert strictement à rien, qui est l'arrobase. Et il s'est dit, je vais utiliser ça pour séparer le nom de l'envoi du serveur d'email. Et donc, du coup, ce cher monsieur, en faisant ses petits tests avec ses copains de bureau, il a créé l'email et l'utilisation de l'arrobase. Voilà, 1971. Donc, c'est grâce à lui qu'on peut s'envoyer plein d'emails et qu'on reçoit tous un maximum d'emails, un maximum de spam aussi aujourd'hui. Mais cet outil nous est quand même extrêmement utile. Donc, on va parler de l'emailing. Et déjà, première question. Est-ce que l'emailing est mort? Donc là, je vous pose la question, je vous laisse y réfléchir. Mais donc, l'emailing n'est pas réellement mort parce que, voilà, combien de personnes envoient ou reçoivent un email tous les jours? Eh bien, il y a quand même plus de 4 milliards de personnes qui envoient ou reçoivent des emails tous les jours. Alors après, on pourrait se dire, c'est bien, on reçoit des emails, mais est-ce qu'on les lit? Eh bien, oui, beaucoup d'emails sont lus et notamment, il y a une petite statistique, c'est que de plus en plus, ils sont ouverts sur mobile aussi. Donc, les gens sont en déplacement, ils sont sur leur mobile. Moi, le premier, je vais consulter pas mal de mails sur mon ordi, mais de plus en plus, sur mon mobile. Et on voit que le taux d'ouverture des mails sur ordinateur a tendance à baisser. Il était à plus de 50% avant, il est passé peut-être à 30, à 20%. Et c'est le taux d'ouverture depuis les mobiles qui a extrêmement monté. D'ailleurs, il faut savoir que cette stat date d'avant l'ère Covid. Donc, entre-temps, est-ce que ça a monté, baissé? Je pense que ça a monté, mais c'est vrai que les dernières statistiques sur ces taux-là, avec Litmus en bas, sont un petit peu vieillissantes maintenant. Mais voilà, on a beaucoup de gens qui ouvrent encore les emails et notamment de plus en plus sur mobile. Donc, on va tout de suite commencer sur la rédaction des emails et notamment les bonnes pratiques en lien avec la rédaction d'un email. Alors, en général, on se demande par où commencer quand on parle de la rédaction d'email? Ne vous inquiétez pas, on verra tous les outils, les bonnes pratiques, l'automatisation. Après, on va commencer un petit peu par les classiques. Alors, par où commencer? Eh bien, il y a tout ça à faire quand on parle d'emailing et de prospection avec l'email ou d'email marketing. On a de nombreuses et notamment 9 actions à peu près à réaliser.
Alors bien entendu, on peut se faire aider par nos copains de ChatGPT maintenant pour gagner du temps, mais il faut quand même passer par toutes ces étapes. Alors la première étape, je ne sais pas si vous l'avez deviné, eh bien ça va être la définition des objectifs. À quoi il va bien servir mon email? En deux, ça va être la segmentation. À qui concrètement je souhaite envoyer son email? Et on voit que plus on segmente, plus les statistiques seront bonnes. C'est-à-dire que si on envoie le même email à l'ensemble de notre base de données, eh bien les statistiques vont être fortement baissées. Si on envoie le même email à un petit groupe de nos contacts, eh bien là on voit que les performances sont bien plus importantes. Donc on segmente. Ensuite, on va choisir le type d'email. Après, on va passer sur la conception et la mise en page de son email, donc tout l'aspect design. Ensuite, sur la rédaction du contenu, puis sur la personnalisation pour essayer de customiser le prénom de la personne, le nom de famille, le nom de l'entreprise ou que sais-je. Ensuite, on va passer sur l'optimisation pour la délivrabilité. On reviendra là-dessus. Qu'est-ce que la délivrabilité et comment optimiser le nombre d'emails qui vont être reçus et ouverts et cliqués aussi. Après, on va envoyer l'email, bien entendu. Et limite, ça va être le plus important, on va suivre, on va analyser tout cela et on va essayer d'optimiser sur long terme. Donc, je vous ai fait un petit récap dans l'ordre, bien entendu. Définition des objectifs. À quoi sert mon mail? Est-ce que c'est juste envoyer une info, inviter? Est-ce que c'est du marketing? Est-ce que c'est de la prospection? Que sais-je? Ensuite, on va segmenter nos emails. On va choisir le type d'email. On va concevoir la mise en page, on va rédiger tout ça, on va personnaliser, on optimisera pour la délivrabilité, on envoie, on suit et on analyse. Allez, on va rentrer un petit peu dans le détail de ces étapes, et notamment au niveau du contenu. Je ne sais pas si vous connaissez cette technique de copywriting. Donc, le copywriting, en gros, c'est l'art de bien rédiger pour vendre. Eh bien, l'art de bien rédiger pour vendre, il est utilisable dans plein de domaines. Il est utilisable pour faire des posts sur LinkedIn, il est utilisable pour faire des emails, il est utilisable pour faire des pages sur son site, des pages de vente, des pages de blog, des pages de que sais-je, mais pour rédiger tout le contenu, l'art du copywriting est intéressant. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez un petit peu gagner du temps, à par exemple demander à votre copain ChatGPT, quand vous lui demandez de rédiger un post, de rédiger un article, de lui demander de rédiger selon le modèle de copywriting AIDA. AIDA, donc c'est 4 lettres, c'est pour le premier, attention. On va essayer d'attirer l'attention. Un titre accrocheur, un message frappant. Ça, notamment, on va l'utiliser pour l'objet de son email. Ensuite, on va essayer de susciter l'intérêt. C'est-à-dire qu'on va fournir des informations supplémentaires, présenter des avantages spécifiques, des choses comme ça. On va aller un petit peu plus dans le détail. Derrière, on va provoquer le désir. Donc, ça veut dire qu'on va essayer de transformer cet intérêt en désir en mettant en avant des témoignages, des études de cas, des réassurances, des preuves sociales. Tant de clients l'ont déjà utilisé, attention, il ne reste plus que 10 places, que sais-je. Et enfin, on va pousser les gens à passer à l'action. La dernière étape, c'est l'action. Parce que si on est dans la prospection, si on est dans le marketing, en fait, ce qui nous intéresse, c'est que les gens fassent des actions. Ils ouvrent le mail, qu'ils cliquent dans l'email, qu'ils téléchargent un guide, un livre blanc, qu'ils nous contactent, qu'ils demandent un devis, que sais-je. Quoi qu'il en soit, pour faire passer les gens à l'action, rien de mieux que de leur proposer de réaliser une action. C'est pour ça qu'il faut souvent terminer l'ensemble de ces contenus, que ce soit email, que post, que article de blog, par un passage à l'action, ce qu'on appelle aussi le call to action, CTA. Voilà un petit peu les différentes étapes qu'on doit retrouver en copywriting quand on est dans la conception de mail, l'envoi de mail, l'emailing, etc., etc. Alors attention, ça ne s'applique pas à tous les coups. Si c'est un petit mail juste pour dire bonjour, merci de vous être abonné à la newsletter, bon certes, on ne va pas les embêter avec du AIDA. N'empêche que de bien maîtriser cette technique ou juste de faire un beau prompt qu'on envoie aux copains intelligence artificielle pour nous aider dans la rédaction, des fois, ça peut aider à formaliser, à faire les étapes correctement pour pousser la personne à réaliser l'acte souhaité. Alors, petite question, combien de types de mails connaissez-vous? Quand je disais à étape 2-3, il faut choisir le type du mail. Combien de types d'emails connaissez-vous? On va voir un peu si vous y connaissez. À votre avis, quel est ce type de mail-là? Bon, je vais vous donner les réponses à chaque fois, bien entendu. Donc là, c'est un mail reçu par Azos, par exemple, pour dire qu'on avait reçu un super vêtement qu'on a commandé. Ça, c'est ce qu'on appelle le mail transactionnel. Le mail transactionnel, il est en lien avec les actions que les personnes ont pu réaliser sur votre site de type je m'inscris, je crée un compte gratuit, je passe une commande, je veux recevoir ma facture, je veux faire ci, je veux faire ça. Il a réalisé une action et il s'attend à ce qu'il y ait un mail. Donc là, on est dans un email transactionnel. Ensuite, on a celui-là.
Donc là, reçu par Picard, par exemple, pour dire qu'on a 50 points, on peut cumuler des points avec Picard et nous. Là, on est dans le mail promotionnel. Ce type de mail, comme le précédent, ils vont surtout être là quand on est notamment beaucoup en B2C. Donc, c'est-à-dire qu'on va proposer des services à des particuliers. Parce que le mail promotionnel en B2B se fait un petit peu moins quand même. Ça peut se faire, hein, mais ça se fait un petit peu moins parce qu'on est assez agressif commercialement, peut-être un peu trop. Et du coup, ça peut dévaloriser eh bien, le produit ou le service. Mais quand on est en B2C comme Picard, eh ben, ça peut être le bon moyen de déclencher des ventes. Quand on fait du e-commerce, des choses comme ça, on va voir beaucoup de mails promotionnels. Donc là, on voit d'un point de vue graphique, beaucoup plus travaillé, il y a des couleurs, ça pète, il y a du moins 30% en énorme. Je dis limite, il n'y a pas beaucoup de messages à part le bam, moins 30%. Ensuite, celui-là, qu'est-ce que c'est? Il nous dit merci beaucoup de vous être inscrit, machin. On est sur le mail de bienvenue, notamment quand vous créez un compte, quand vous allez vous inscrire à la newsletter, des choses comme ça, eh bien, on va avoir le petit mail de bienvenue pour dire bah, merci beaucoup de vous être inscrit, etc., etc. On dit bienvenue, on dit merci. Ça, on va le voir quand on a une création de compte ou qu'on propose aux gens de s'inscrire, par exemple, à la newsletter. Et celui-là, alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien là, on est sur le mail de newsletter. Ce mail, par exemple, quand on est sur le mail de newsletter, eh bien, on voit que... Alors ça, c'est notre parti pris chez Pilotine. Donc là, vraiment juste petite recommandation personnelle, hein, parce qu'on voit que les autres ne font pas forcément ça, c'est de garder ce type de mail les plus simples possibles. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas mis, mais il y a le mail de prospection après. Le mail de prospection serait un petit peu à l'image de celui-là, mais beaucoup plus court. On serait sur un mail qui est envoyé depuis votre messagerie, depuis votre Outlook, depuis votre Gmail, sans trop de fioritures. Si dans le mail de newsletter ou dans le mail de prospection, eh bien, vous mettez beaucoup plus de design que ça, eh bien, ça risque de casser un petit peu. Enfin, on sait que c'est un truc qui est envoyé depuis l'entreprise, des choses comme ça. Plus il y a de design, moins on fait confiance en gros. Sur un mail de promo, on peut faire confiance. Enfin voilà, on sait que c'est Picard qui nous envoie sa promo, donc là on sait que c'est pas Jean-Michel, commercial de chez Picard, on sait que c'est l'entreprise Picard. Dans le mail de newsletter et encore plus dans les mails de prospection, là ça vaut le coup de faire comme si c'était Julien ou que c'était Alix de chez Pilotine qui envoyait l'email. D'ailleurs, je ne sais pas si vous en étiez rendu compte, mais à l'époque, Vente Privée envoyait ses mails depuis la part de Cécile de Rostand. Cécile de Rostand, c'était toujours la signature qu'il y avait en bas. Et moi j'ai toujours cru que c'est Cécile qui m'envoyait vraiment les mails. Enfin, je sais pas si, voilà. Je savais que c'était pas Cécile, mais je trouvais ça sympa de dire ah tiens j'ai un mail de Cécile, c'était humanisé. Et du coup je me dis bah si je réponds, bah ça sera peut-être Cécile qui va recevoir le mail. Bah, il faut savoir que Cécile de Rostand n'a jamais existé et c'est un personnage qu'ils avaient inventé, alors que je croyais que c'était la directrice générale de vente privée. Mais tout ça pour dire que je pense que les mails de newsletter et les mails de prospection, il faut qu'ils soient les plus humanisés possibles. Comme si c'était la personne qui vous écrivait et que ce soit signé par une personne, ça aura beaucoup plus d'impact. D'ailleurs, on voit certaines entreprises qui, dans leurs mails de newsletter ou dans les mails de prospection, ne signent pas à la fin, genre l'équipe de direction ou l'équipe Pilotine, mais ils vont signer à chaque fois en disant il y en a un qui sera envoyé par Julien de Pilotine, l'autre il sera envoyé par Alix de Pilotine, l'autre Sandrine, l'autre Choucrou. Et mail par mail, en fait, les interlocuteurs vont changer. Ce qui permet de valoriser l'expertise des interlocuteurs et de créer un peu d'humaniser la relation et d'humaniser aussi ces emails, ce qui fait que le taux d'ouverture et le taux de lecture et le taux de clic aussi sera un peu plus important parce que les gens se sentiront un petit peu plus proches de la marque. Donc encore plus en B2B. C'est vrai que sur le B2C, bon, ça peut être un peu compliqué, mais vous voyez, Vente Privée l'avait fait à l'époque, ils sont revenus depuis. Mais sur le B2B, je pense que c'est extrêmement important que les emails de newsletter et les emails de prospection soient les plus humanisés possibles et les plus simples possibles pour faciliter la lecture, créer un petit lien, un petit lien avec la personne qui envoie le mail et optimiser en fait le taux d'ouverture. Mais on reviendra là-dessus juste après. Donc voilà, les petits mails de newsletter. Donc il faut savoir que les différentes typologies qu'on a vues, autant les mails transactionnels que de bienvenue, que promo, newsletter ou prospection, eh bien le nombre de typologies de mails que vous allez utiliser dans votre boîte dépendra juste de votre cible. B2B, B2C déjà. Par exemple, chez Pilotine, on ne fait pas de mail de promo, on ne fait pas de mail transactionnel. Par contre, on va avoir beaucoup de mails de newsletter, on va faire quelques mails de prospection et on va avoir aussi les emails de bienvenue. Donc ça dépend de votre cible, du comportement de votre cible, de vos marchés, de vos objectifs et tout ça. Tout est bon, mais il faut que ça s'adapte un petit peu à votre stratégie.
Alors, quel logiciel d'emailing connaissez-vous? Je vais vous en présenter 4. N'hésitez pas dans le chat, bien entendu, à proposer les vôtres, à dire « Ah ouais, moi j'utilise celui-là, il est génialissime » ou « Tiens, j'utilise celui-là, qu'est-ce que t'en penses Julien ?» Que sais-je. Alors 4, mais avant de vous en présenter 4, je vais vous en présenter 150 milliards. Et notamment, je ne sais pas si vous connaissez l'outil qui s'appelle G2. G2, alors ça charge, voilà. G2, c'est une plateforme qui va permettre de pouvoir visualiser en fait le nombre d'outils qui existent sur n'importe quel sujet. Alors je ne sais pas pourquoi les images ne se chargent pas. Je vais retenter. Ah, il veut vérifier que je suis un humain d'abord, très bien. Donc il y a G2, c'est la version américaine, et on a Captera aussi, qui est une autre version, qui est la version française, notamment qui met bien en avant les outils français. Bon, les images ne se chargent pas, c'est pas grave. Chaque petit bloc ici, en fait, représente un outil. Et sur ces outils, notamment, on voit qu'il existe en fait des centaines et des centaines d'outils sur l'outil. Ah voilà, c'est mieux. Sur l'outil G2. Donc tous ces outils sont des outils d'envoyer des emails. Donc je ne sais pas si vous connaissez, par exemple, ici on a Constant Contact. On retrouve Mailchimp, on a Moosend, MailerLite, System.io, Close, Brevo, machin, bidule. Bon, vous voyez, il y en a au moins 200, 300. Donc en fait, il existe un nombre incalculable d'outils pour envoyer des emails. Ils ont tous leurs forces, ils ont tous leurs défauts. Si vous cherchez un outil qui ne fait que la partie envoi d'email, par exemple ici, en leader, c'est-à-dire celui qui a les meilleures notes, les meilleurs avis, qui a l'air d'avoir les fonctionnalités les plus avancées, qui est le plus utilisé sur le marché, je ne sais pas quoi, c'est Constant Contact. Ensuite, on retrouve Mailchimp, par exemple, qui est pas mal. Si vous ne souhaitez faire que de l'emailing, il est pas mal. Par contre, si vous souhaitez mixer, et on reviendra juste après là-dessus, sur le marketing automation, donc c'est-à-dire utiliser autant les fonctionnalités d'emailing, mais aussi la partie automatisation et d'aller un peu plus loin avec la gestion d'un CRM, la gestion de ses contacts et d'avoir vraiment quelque chose qui permet de faire la gestion de son marketing et de son commerce, là, Constant Contact, il a disparu. Et on retrouve plutôt ici des outils comme HubSpot, Insider, ActiveCampaign. On retrouve Mailchimp ici, mais la version all-in-one. On retrouve notre copain Brevo, etc., etc. Bon, je vais vous présenter et vous recommander un top 4, mais à savoir, il suffit de se rendre sur l'outil G2. Hop, je vais vous le mettre dans le chat. Il vous suffit de vous rendre sur l'outil G2 ou Captera pour retrouver l'ensemble de ces informations. Pour voir qu'il en existe beaucoup, 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 beaucoup. Revenons à nos moutons. Si je fais une top sélection de ceux qu'on voit le plus dans le panorama des entreprises françaises et qu'on rencontre le plus chez nos clients ou qu'on va, les outils qu'on va recommander le plus à nos clients et surtout on va les aider à les intégrer, à les connecter avec le site internet et à l'utiliser, et notamment de l'accompagnement et de la formation. On retrouve beaucoup Brevo. J'ai mis par ordre, on va dire, plus l'outil est à droite, plus il est avancé, plus il a des fonctionnalités poussées et plus il fait un peu tout. Donc Brevo, ça va être la version simple et efficace quand on parle d'emailing et aussi de marketing automation. C'est-à-dire que pour démarrer pour une stratégie commerciale et marketing, Brevo il va être bien parce qu'il sera simple, efficace et surtout il sera pas cher du tout. Nous, on a accompagné plusieurs clients à sélectionner Brevo, à l'intégrer, à rentrer tous les contacts, on les a fait monter en compétences, tout ça. Par contre, au bout d'un moment, ils sont quand même limités, parce qu'en termes de fonctionnalité, Brevo ne va pas suffisamment loin. Il est verrouillant sur certains sujets, il ne va pas trop loin, mais par contre, pour démarrer une stratégie, il est tip top parce qu'il coûte pas cher du tout. Version plus élaborée, qui fait notamment la partie email et surtout marketing automation et qui est beaucoup plus intelligent, c'est-à-dire qu'il va faire un peu les choses à notre place, il va nous faire gagner beaucoup de temps. On retrouve Pledzi, acteur français comme Brevo, Cocorico pour les deux premiers. Pledzi, il va être bien pour créer des leads, pour générer des leads, vraiment travailler la stratégie de contenu et pouvoir alimenter tout cela, notamment en lien avec les newsletters, le marketing automation, etc., etc. Cocorico, par contre, il commence à être beaucoup plus cher que Brevo, mais beaucoup plus avancé, beaucoup plus automatisé. Ensuite, j'ai mis pour les aventuriers qui veulent vraiment tout faire, c'est-à-dire ceux qui ont un peu l'esprit geek, qui veulent tout paramétrer, machin. Je vous montrerai des exemples après. Un outil de CRM et de marketing automation et d'emailing très, très avancé,
on a ActiveCampaign. Par contre, il peut être très vite faire usine à gaz. Il peut y en avoir dans tous les sens. Mais ActiveCampaign, il est vraiment bien pour débuter quand on a l'esprit vraiment aventurier et qu'on veut se permettre de faire plein de choses. Il sera beaucoup plus avancé que Brevo. Par contre, ça peut être le foutoir, il y en a dans tous les sens. Moi, personnellement, j'avais commencé avec ActiveCampaign et j'avais kiffé. Mais voilà, j'ai passé des nuits blanches à le traficoter, à connecter des trucs, des machins, des bidules. Je pouvais aller hyper loin. Mais à la fin, j'en ai fait un peu un gloubi-boulga. La cible, en général, ça va être les solopreneurs, ceux qui ont des sites e-commerce, ceux qui font de la vente en ligne, des gens comme ça, ils vont vraiment s'amuser avec ActiveCampaign. Il est un peu moins cher que Pledzi. Par contre, voilà, il faut avoir l'esprit geek. Et sinon, le nec plus ultra, souvent on dit la Rolls-Royce, ça va être HubSpot. Donc là, il y a vraiment, c'est un tout en un pour la vente, le marketing, la gestion du service client et même bien plus. Il fait des trucs incroyables. Nous, on est passé par exemple d'ActiveCampaign à HubSpot en interne chez Pilotine et on accompagne de plus en plus de prospects et clients à mettre en place HubSpot. D'ailleurs, chez Pilotine, on est spécialisé dans la conception de sites WordPress, mais du coup, on a vraiment le souhait de se développer de plus en plus sur la partie HubSpot. Donc là, petit moment pub, si jamais vous connaissez des gens qui sont à la recherche de la mise en place d'un outil comme Brevo, Pledzi, ActiveCampaign ou HubSpot, je suis hyper chaud que vous puissiez me mettre en relation avec eux parce qu'on a pas mal de choses intéressantes à leur apporter. On a accompagné déjà plus d'une dizaine de clients sur chacun des outils et du coup, ça peut être très intéressant. On a pas mal de choses qu'on peut leur donner et voir comment prendre le bon prix, des choses comme ça. Donc voilà, j'arrête le petit moment pub. À savoir que sur HubSpot, du coup, toutes les fonctionnalités sont vraiment intégrées. On peut faire pas mal de choses et je vais vous montrer quelques exemples après. Et par contre, c'est le plus cher. Hein. En gros, Brevo, on peut s'en sortir pour gratuit ou du 9, 10, une vingtaine d'euros par mois. Pledzi, on est plutôt sur du 600, 700 euros par mois. ActiveCampaign, 300 euros par mois. HubSpot, c'est à partir de 1200 euros par mois pour faire des choses vraiment correctes. Sur la partie marketing, mais par contre, c'est largement dessus. Si on mappe un peu les différents types d'emails qu'on avait vus tout à l'heure, ou ceux qu'on utilise par exemple chez Pilotine, on va avoir des emails en fait, et c'est pour ça qu'il va falloir mixer un peu les différentes stratégies. On va avoir des emails qui vont inciter ou non à l'achat. Par exemple, quand on va proposer des guides, des templates, des nouvelles formations, des choses comme ça, boum, on va effectivement essayer d'inciter un peu plus à l'achat. Et on va avoir des contenus qui vont soit présenter énormément la marque, soit pas du tout, c'est-à-dire être plus dans du conseil. Et nous, on essaye de mixer des choses qui sont soit extrêmement tournées vers le conseil, comme nos fameux Pilotips. Donc, par exemple, on a, si vous allez en bas du site de Pilotine, tout en bas, dans le footer, dans le pied de page, se trouve un petit truc où, en fait, on va vous envoyer toutes les 2 semaines un petit tips. C'est-à-dire, on va vous donner un conseil en lien avec le digital pour vous donner des tuyaux sur le référencement naturel, sur comment vendre grâce à l'emailing, comment mettre en place du marketing automation, comment optimiser son site WordPress, que sais-je. On va vous donner des conseils. Mais à chaque fois, on sera très orienté sur le conseil. Au final, pas de promo sur Pilotine. Donc ça, c'est les Pilotips. Ensuite, nos newsletters mensuels, là, on a un mix un peu des deux. On donne des conseils, tout ça, mais on parle un peu de Pilotine, des moments d'équipe, on parle des prochains webinaires qu'on va faire, etc., etc. Ensuite, on a effectivement la mise en avant de nos guides, de nos webinaires, des choses dans le genre. Donc là, on va un peu plus inciter à l'achat et il y aura un peu plus de présence de la marque. Et après, on va mettre par exemple en avant nos webinaires. Pour toutes les personnes qui ont participé un jour ou l'autre à un webinar, et vous en faites peut-être partie aujourd'hui, pour ceux qui nous regardent, vous allez recevoir en fait régulièrement, tiens, nouveau webinaire Pilotine, etc. Donc là, ça met en avant la marque, mais aussi le contenu. Donc du coup, voilà. Et vous pouvez comme ça organiser différemment vos types de contenus. Mais je pense que la clé va être d'alterner tout ça. Si vous ne faites que envoyer de la promo, mais vous n'envoyez pas assez de contenu intéressant, au bout d'un moment, ça va un petit peu bloquer. Donc, je pense que pour garder actif votre base de données, garder active votre base de données, il faut alterner les contenus et aller un peu plus sur des éléments en lien avec la marque et un peu plus sur des conseils pour que les gens trouvent toujours un intérêt à consulter vos contenus, mais en même temps que vous fassiez un petit peu votre promo sur certains types de mails. Et surtout d'éviter le surmarketing. Alors, certains clients, je viens tout de suite là-dessus parce que certains prospects ou clients parfois me disent qu'ils pensent qu'ils passent en spam, des choses comme ça, et ils veulent tester un peu pour voir, mais pourquoi je passe en spam sur les emails que j'envoie? Il existe un site qui s'appelle Mail Tester, je vous mets le lien dans le chat, qui va permettre de pouvoir tester. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, vous voyez le petit mail qui s'affiche là, en fait, quand vous allez sur Mail Tester,
vous copiez cet email et vous allez lui envoyer votre mail. Donc, vous lui envoyez votre newsletter, vous lui envoyez votre emailing, votre mail de prospection, votre truc, votre bidule. Et en envoyant votre mail à cette adresse, après, vous allez cliquer sur Check Your Score et ça vous donnera une note sur 10. Si vous avez au-dessus de 9 sur 10, bah, du coup, on est pas mal. Et ça va vous dire un peu ce qui ne va pas. Si vous êtes en dessous de 9 sur 10, ça veut dire qu'il y aura des choses à améliorer. Votre mail est peut-être trop lourd, votre mail n'a pas un bon objet, etc., etc. Et on va voir ensemble les bonnes pratiques juste après. Mais en tout cas, vous pouvez tester la qualité de vos mails et voir si vous passez en spam ou non via ce petit outil gratuit. Donc, profitez-en. Donc, on va attaquer par l'objet. Donc, comment être sûr d'avoir un objet percutant sur son email? Parce que effectivement, souvent, on fait un super email, mais l'objet est tout pourri et du coup, les gens ne vont pas ouvrir. Eh bien, en général, c'est de mettre un verbe. En tout cas, de pousser les gens à l'action. S'il n'y a pas de verbe, il n'y a pas d'action. Donc, choisissez potentiellement des verbes, choisissez des mots forts, essayez de personnaliser un petit peu tout ça. Il va falloir optimiser aussi l'espace, parce que si vous faites un objet avec une dizaine de mots dedans, en général, la fin ne va pas se voir, parce que vous êtes limité à un certain nombre de mots qui sont affichés. Donc, il faut entre 5 et 6 mots, en tout cas une cinquantaine de caractères, et il faut essayer de faire la différence sur cette cinquantaine de caractères. Donc, l'exercice n'est pas facile, et pour ceux qui n'ont pas forcément d'idées, ou en tout cas qui souhaitent être challengés, l'écriture d'un objet, c'est vraiment un exercice de rapidité. Il faut essayer d'en rédiger plusieurs, parce qu'il y en a des fois certains qui vont pas vous satisfaire. Et surtout, n'hésitez pas, pour stimuler votre créativité, en tout cas, une fois que vous avez fait ce test-là, à utiliser, par exemple, ChatGPT pour lui dire, donne-moi des idées d'objets de mail en te basant sur ça, ou dans mon mail, je vais parler de tous ces éléments-là. Donc, qu'est-ce que tu pourrais me proposer comme type d'objet? Et c'est vrai qu'en général, voilà, des personnes qui n'ont pas trop l'habitude d'écrire des mails ou qui se lancent ou qui ont rarement des idées, et ChatGPT peut énormément les aider puisque on va avoir comme ça pas mal d'idées. Mais voilà, essayez de choisir des verbes, de passer à l'action, de mettre des mots forts, mais surtout, voilà, une cinquantaine de caractères, il faut faire la différence pour que la personne ait envie de lire votre contenu. Ensuite, comment organiser votre message? Eh bien, selon le modèle AIDA qu'on avait vu un peu tout à l'heure, eh bien, on va pouvoir utiliser une structure de votre mail en 4 étapes. On va avoir dans la partie haute souvent le message principal. Au milieu, on va retrouver le message secondaire. Après, on va retrouver dans le mail des infos bonus et on finira par des réassurances. Si on est dans un mail de prospection, eh bien, tout ça va être condensé en quelques lignes. Si on est sur un mail de newsletter, on peut prendre un peu plus d'espace. Mais en général, dans un mail de newsletter, on va avoir un message principal. C'est pas juste les news de Pillotine, parce que ça, tout le monde s'en fout un peu. Mais on va plutôt dire, là, en mai, optimisez votre contenu SEO ou que sais-je. Et du coup, on va traiter l'information principale et après, on mettra des petites informations secondaires avec des infos bonus. Et à la fin, c'est bien de toujours finir par des réassurances. Les réassurances, ce sont ces fameux chiffres clés qui vont rassurer la personne. Ça peut être le nombre de clients, le nombre de gens qui ont téléchargé ça peut être un avis, ça peut être un label disant « Ah, on est certifié, que sais-je » ou autre. Essayer de rassurer la personne en disant « J'ai bien fait, entre guillemets, de faire confiance à cette boîte. En tout cas, je peux me permettre de leur faire confiance parce qu'ils ont des réassurances qui peuvent m'intéresser. » Donc voilà ce que ça peut donner après pour une newsletter qu'on a pu faire chez Pilotine. On a notre message principal en haut. Donc là, on parlait d'un lead magnet. Qu'est-ce qu'un bon lead magnet, par exemple? On va donner des infos. Après, on a notre message secondaire avec des infos bonus sur tiens, voici nos prochains webinars. Touc. Et à la fin, on va mettre des petites réassurances ou le petit message pour dire n'hésitez pas à nous contacter. On est toujours à vos côtés. Allez voir notre blog ou que sais-je. Alors, comment percuter un peu à travers son email, mais aussi à travers l'ensemble des contenus qu'on peut créer sur Internet. Toujours pareil, ça marche aussi pour les posts, pour les articles de blog, pour du coup les emails et plein de choses. Eh bien, on a les 6 principes de Cialdini. Cialdini, il a édité 6 principes dont vous pouvez vous inspirer. Le premier, c'est la réciprocité. C'est-à-dire que plus vous allez offrir des choses, plus la personne vous sera entre guillemets redevable. Donc, n'hésitez pas à offrir des guides gratuits, donc ça peut être des templates, ça peut être des livres blancs, ça peut être des conseils, pourquoi pas une remise. En gros, si vous offrez quelque chose à quelqu'un, en général, il y aura plus de facilité à vous offrir quelque chose en échange. Son clic, son ouverture de mail, pourquoi pas vous contacter, que sais-je. Ensuite, il y a le principe de cohérence. En général, il vaut mieux demander une petite action que de demander une grosse action.
Par exemple, si votre but, c'est que la personne réserve un rendez-vous avec vous, potentiellement, vous pouvez lui proposer tout de suite de réaliser une petite action en répondant juste au mail. Pardon. Vous pouvez demander à la personne de juste répondre au mail en posant une question. Parfois, moi, dans mes mails de prospection, que ce soit sur LinkedIn, dans les messages privés, ou que ce soit par email, je vais préférer poser simplement une question, plutôt que de dire à la personne, pour en savoir plus, prends rendez-vous avec moi. Donc, dans le principe de cohérence, on va demander des petites actions aux gens avant de demander la grosse action avec, par exemple, la prise d'un rendez-vous. En 3, on aura le principe d'autorité. Ça va être de mettre en avant vos qualifications, vos certifications. Pour prendre un exemple très cliché, si vous dites que votre produit il a été certifié par Einstein, eh ben, tout de suite, ça lui donne beaucoup plus d'autorité à votre produit. Ou si votre service il a été validé par le président des États-Unis, eh bien du coup, tout de suite, on dit waouh, ça a l'air d'être hyper qualitatif. Donc en tout cas, essayez d'utiliser l'autorité, validée par des chercheurs, les fameuses certifications, les trucs comme ça qui vont montrer que c'est assez qualitatif. Ensuite, on va trouver un 4e principe, les preuves sociales. À toujours mettre un peu partout dans vos emails, tout ça, c'est des témoignages, des avis, des chiffres qui vont montrer que les gens vous ont fait confiance avant, donc que la personne qui lit le mail peut vous faire confiance aussi. Par exemple, cette info, vous pouvez la retrouver si on va sur Booking, si on va sur tous ces trucs. Ça peut être de dire, par exemple, cette chambre a été déjà réservée par 1500 personnes, de voir tous les avis qu'il y a. Et voilà, les fameux témoignages clients, tout ça, ce sont des preuves sociales. Donc, n'hésitez pas à les utiliser aussi dans vos emails. Ensuite, on a un autre principe qui est la sympathie. Plus vous paraîtrez sympathique, plus les gens auront envie de vous répondre, auront envie d'interagir avec vous. Donc, la sympathie, nous, tout simplement chez Pilotine, ça se passe par notamment en lien avec les emails que j'envoie en marketing automation, moi, je vais tutoyer les gens. Je vais utiliser des mots un peu plus familiers pour créer de la proximité. Je vais utiliser des emojis, par exemple, des choses comme ça. Pareil un peu dans nos newsletters. On est un peu plus familier, on utilise des emojis. À voir comment vous pouvez l'utiliser, mais plus vous paraissez sympathique, plus les gens ont envie de vous répondre. Et en dernier, c'est la rareté, de montrer que votre contenu il est rare. Par exemple, de dire participer au webinar, il n'y a que 100 places disponibles, etc. etc. Les gens vont dire il n'y a que 100 places disponibles, j'ai envie d'en faire partie, plutôt que vous dites de toute façon c'est limité, quel que soit le nombre, on s'en fout, on fait le webinar. Donc n'hésitez pas à utiliser le système de rareté. Booking le fait très bien en disant il ne reste plus que 2 chambres disponibles à ce prix-là, et du coup on se dit oh là là, vite, il faut vite que je réserve, sinon c'est la catastrophe. Donc là, voilà, n'hésitez pas à utiliser des mots ou le champ lexical de la rareté pour créer un petit sentiment d'urgence. Ok, venons-en au design d'email. Sur le design d'email, il faut savoir qu'en moyenne, une personne va passer 10 secondes uniquement. Donc 10 secondes, c'est très rapide. Alors, c'est un peu plus long que les 2 secondes qu'on passe sur un post Instagram, un post LinkedIn, un truc TikTok, tout ça, parce que 2 secondes, c'est encore plus court. Mais là, on a quand même 10 secondes, mais ça reste court. Alors, comment on va faire? Donc déjà, au niveau de la hiérarchie de l'email, d'un point de vue graphique, je ne sais pas si vous voyez une différence entre ces 2 emails. La grosse différence, c'est qu'ici, on va avoir tout sur une colonne. Et ici, on va avoir vraiment 2 colonnes avec 2 types d'informations. Alors, attention, danger, quand on est sur 2 colonnes ou un email qui est un peu trop structuré, on va mettre des trucs en diagonale, des machins, ça ne fait que perturber l'utilisateur, perturber la fluidité de l'information. Donc, on recommande de mettre tout sur une seule colonne. Surtout quand on utilise un mobile où, du coup, on va retrouver les différents éléments qui sont même trop petits et la personne ne pourra pas lire. Donc, on recommande une seule colonne pour l'information. Ensuite, quel format d'image on va recommander? Eh bien, si vous êtes sur des illustrations, des trucs avec des aplats de couleurs comme ça, on recommande un PNG qui va être très 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 light, donc avec un poids vraiment léger. Et si on est sur une photo de ce type, on va être plutôt sur du JPEG. Mais on recommande peu l'utilisation de GIF qui vont être extrêmement lourds, de choses comme ça. Donc soit PNG, soit JPEG. Ensuite, au niveau des dimensions et du poids de l'image, tout ce dont je vous parle a une importance notamment au niveau de la délivrabilité, qu'on soit sur des emails de prospection ou des emails de newsletter. On viendra après derrière sur l'art de la prospection et du marketing automation et de la captation de lead. Donc du coup, 560 pixels de large, c'est ce qui est recommandé, puisqu'en général, votre mail va s'ouvrir sur 600 pixels. Donc, il faudrait que votre photo elle soit déjà optimisée, ou votre image, pour faire 560 pixels maximum. Et en termes de poids,
100 kilooctets max aussi. Il existe plein d'outils sur Internet pour retailler les images, alléger le poids de l'image. Donc voilà, 560 pixels et 100 kilooctets. À ne pas faire surtout le truc énorme de 2000 pixels avec une image de 2 mégas, parce que ça, c'est le meilleur moyen que votre email passe en spam et qu'il ne soit pas reçu par votre interlocuteur. Où est-ce que vous pouvez trouver des images pour vos emails? Il y en existe plein. Unsplash, Pexels, Freepik, Pixabay. Mais en tout cas, le petit message que j'aimerais faire passer, c'est si l'image, elle est là vraiment pour faire joli et qu'elle sert à rien, autant ne pas la mettre. J'ai des clients, des fois, qui font un joli message, il est nickel, et puis ils vont mettre une grande image de gens qui se serrent la main, par exemple, pour dire bienvenue. Et ben, ils vont mettre une grosse image énorme de gens qui se serrent la main, et puis après leur message. À la rigueur, des fois, l'image ne sert à rien. Donc, évitez de mettre des images qui ne servent à rien. Si l'image, par contre, est extrêmement importante, apporte de la valeur, bon là, ok, vous allez la mettre. Par contre, si elle ne sert à rien, franchement, ne la mettez pas, parce que ça alourdit votre mail, ça abîme la délivrabilité, donc le taux d'ouverture aussi de vos emails, et surtout, ça gâche un peu le message. Donc, du coup, ne mettez pas d'images qui ne servent à rien. Si on reste dans les bonnes pratiques, en lien notamment avec la construction d'une base de données, vous avez deux moyens pour construire votre base de données. Première méthode, on peut passer par exemple sur LinkedIn. Sur LinkedIn, je vais chercher les responsables marketing, par exemple. Voilà. Hop. Je vais chercher les responsables marketing et je vais pouvoir utiliser des petits outils comme Casper. Donc, je sais pas, je vais voir le profil de Maxence. Via des outils comme Casper, je peux trouver leur email, leur numéro de téléphone et que sais-je, après, je peux leur envoyer des emails. Deuxième méthode, donc Casper, c'est un outil gratuit qui permet de trouver les emails et numéros de téléphone de n'importe qui sur LinkedIn. Deuxième méthode, je peux dire, ben voilà, je veux tous les responsables marketing qui sont à Lyon, donc à vous de filtrer sur LinkedIn, et vous allez exporter en fait l'ensemble des contacts ici qui se trouvent sur LinkedIn, avec un outil par exemple comme Wallaxy. Donc, si je dois, Wallaxy, hop, je vous mets une petite démo, hop là, de Wallaxy pour ceux que ça intéresse. Hop, je mets dans le chat. Et sinon, voilà, si vous voulez trouver les contacts, en fait, via Wallaxy, vous pouvez en fait exporter la liste de contacts. Cette liste de contacts, eh ben, vous allez trouver un nom, un prénom, une entreprise, des choses comme ça que vous pourrez exporter avec Wallaxy. Vous pourrez même contacter en automatique les gens sur LinkedIn avec Wallaxy. Ce n'est pas le sujet de ce webinaire, c'est le sujet d'autres webinaires que j'ai déjà pu faire. Quoi qu'il en soit, une fois que vous avez votre base de données, vous allez pouvoir l'enrichir. Hop là. Donc, par exemple, avec Drop Contact, c'est un outil qui va faire de l'enrichissement de bases de données. Je crois qu'on a fait un contenu là-dessus aussi pour ceux que ça intéresse. Drop Contact, Pilotine, bam. Ça permet de nettoyer vos données, donc d'avoir les noms, prénoms, les entreprises, les numéros de téléphone, les adresses mail qui sont clean des personnes, etc., etc. En plus, ça coûte vraiment pas très cher. Et là, vous avez le droit en plus à 100 contacts gratuits si vous cliquez sur ce lien affilié sur le site de Pilotine. Tout ça pour dire que trouver de la base de données, on manque pas d'idées. Via LinkedIn, via Drop Contact, via des outils comme vous connaissez aussi peut-être, si vous tapez même base de données, vous pouvez acheter des bases de données, achat. Voilà, vous pouvez acheter des bases de données qualifiées B2B avec sociétéinfo.com, avec La Poste, avec tout ça. Fichierprospection.fr. Le seul truc que je vous recommanderais, c'est à la rigueur, acheter des fichiers tout prêt à l'emploi pour faire de la prospection, déjà, je ne vous le recommande pas, parce que souvent les fichiers ils sont un peu catastrophiques, ça coûte cher, et puis en général l'efficacité elle est naze. Donc s'il y a un truc à faire, si vous devez vraiment vous créer vos premières bases de fichiers, c'est de faire plutôt via LinkedIn. Là, à la rigueur, c'est un peu plus qualifié, parce que vous avez choisi vraiment les cibles auxquelles vous souhaitez auxquelles vous souhaitez envoyer un email. Mais sinon, si vous devez le faire de manière plus qualitative, je vous recommande de travailler plutôt sur la génération de leads. C'est-à-dire que via des contenus, comme là par exemple sur le site de Pilotine, vous pouvez télécharger ici un cahier des charges, un modèle de cahier des charges si vous avez votre site WordPress à refaire, si vous êtes dans une refonte de site ou une création. Et là, les gens vont remplir leur prénom et leur email. Et bien ça, c'est une meilleure création de base de données. Ça fait une base de données beaucoup plus qualitative, parce que là, c'est les gens qui ont souhaité rentrer en contact avec vous, qui vous ont donné leurs coordonnées. Par contre, le faire via de l'achat de base de données, souvent, c'est un peu moins qualitatif. Donc, dans ce webinaire,
Le but, c'était de traiter en disant la thématique, c'est comment vendre grâce à l'emailing, donc 2024. La meilleure manière de vendre sur du moyen et long terme, c'est de pouvoir acquérir des leads de manière très propre, comme j'ai pu vous le montrer, en proposant aux gens de télécharger des choses, en proposant aux gens de participer à des webinars, en proposant aux gens, en tout cas, en faisant en sorte que ce soit vos visiteurs qui vous laissent leurs coordonnées afin de générer des leads. Ça va être le plus qualitatif pour ensuite, via l'emailing, rester en contact avec eux. Si vous n'avez pas le temps, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas sur une stratégie moyen-long terme, eh bien, vous pouvez court-circuiter tout ça en faisant de l'achat de bases de données, en faisant du scrapping de bases de données sur LinkedIn, comme je vous l'ai montré, avec des outils comme Wallaxy, comme Casper, comme Lusha, il en existe plein. Quoi qu'il en soit, ça sera toujours moins qualitatif. Mais bon, le but du jeu, en tout cas, vous allez générer ces leads. Ces leads, ensuite, via les actions marketing que vous allez faire, ça va devenir des MQL, des Marketing Qualified Leads. Plus ils vont cliquer sur vos emails, plus ils vont télécharger vos contenus, plus ils vont se qualifier, plus ils vont vous donner aussi des informations en général. Peut-être le nombre de salariés, on va trouver où est-ce qu'ils habitent, etc., puisqu'on leur demandera de remplir des champs à chaque fois complémentaires. Et ensuite, vous allez les qualifier avec les sales, avec le commerce. On passe en étape de SQL, Sales Qualified Lead. Et derrière, si le commercial a détecté un besoin, ça deviendra une opportunité commerciale. La thématique, c'était comment vendre grâce à l'emailing. Donc, en fait, les actions d'emailing vont permettre de faciliter le boulot potentiellement du commercial si on est en B2B, ou après, si on est en B2C, ben c'est là qu'il va falloir envoyer les bonnes promotions, mettre en avant les bonnes ventes privées, etc., pour faire en sorte que les personnes passent à l'acte d'achat. Donc B2B, on va provoquer le fait que la personne nous fasse part de son besoin en lui envoyant régulièrement des contenus. En B2C, on lui envoie aussi régulièrement des contenus, mais on fait en sorte qu'après, elle arrive sur la page de vente, la page du site e-commerce, pour après passer à l'acte d'achat et générer des opportunités. Je vous montre en toute transparence un exemple de parcours d'un lead chez Pilotin avec 3 concepts que vous connaissez peut-être. Le premier concept, c'est l'inbound marketing, c'est-à-dire qu'on va faire venir à soi les personnes à travers 2 éléments chez nous, le référencement naturel, donc comment on se rend visible sur Google, et les réseaux sociaux et notamment le community management. Donc première étape, par exemple, la personne va tomber sur notre site en tapant, par exemple, comment créer un cahier des charges, il va taper agence site WordPress, agence WordPress Lyon, agence web Lyon, que sais-je. Il arrive sur notre site. Il visite notre site, ok, il découvre. Après, soit il va avoir envie de nous ajouter sur LinkedIn, soit il va passer à autre chose. Deuxième étape, peut-être qu'il va re-entendre parler de nous sur LinkedIn, puisqu'on va faire des actions de community management, on va faire de la prospection aussi sur LinkedIn, on va rentrer en contact avec des personnes. Il va s'abonner peut-être à notre profil LinkedIn. Derrière, on va mettre en avant un contenu à télécharger. Du coup, il va cliquer, il va arriver sur notre site, sur un article de blog par exemple, et là, on mettra en avant par exemple un contenu premium à télécharger. Un guide, un livre blanc, un webinar, que sais-je. Et c'est là qui va nous laisser l'email. Et que c'est là que la magie commence à opérer, puisque c'est en récoltant l'email qu'on va pouvoir mettre en place après la deuxième étape, l'étape de marketing automation, via des outils comme HubSpot, ActiveCampaign, Pledzi ou Brevo. Via ces outils, en fait, la personne va rentrer dans un scénario d'automatisation. Il va rentrer dans une boucle d'email et il va recevoir un petit email de relance, il va recevoir des éléments. Et derrière, plus il va consulter nos emails, plus il va cliquer, plus il va valider, plus en fait son score va augmenter. Vu qu'on est en B2B, nous après, il y aura une prise de contact avec le lead qualifié par un commercial. Et donc là, en fait, on rentre dans une étape de commerce et puis il y aura potentiellement un closing. C'est cette étape de commerce qui sera remplacée en B2C avec, par exemple, plutôt une promotion, un essai gratuit, télécharger un échantillon, que sais-je. Tout ça va être basé sur ce fameux lead magnet dont j'ai parlé. Le lead magnet, alors petite question pour vous, qu'est-ce que veut dire le GID? Notamment, j'ai fait un petit sondage. Attention, hop. Est-ce que le GID veut dire gentil, indifférent, direct, ou gratuit, indirect, direct, ou gratuit, intéressant, désintéressé, ou encore gauche, intermédiaire ou droite? Allez-y, c'est parti. Je vous laisse répondre. Alors, soit certains, vous avez déjà participé à mes webinars et vous êtes trop fort, soit les autres questions, les autres réponses étaient nazes. Mais effectivement, c'est bien gratuit, intéressant et désintéressé. C'est-à-dire de faire en sorte que vos contenus soient les plus intéressants,
et soient les plus désintéressés possibles par rapport à tout ce que vous allez envoyer en email. Notamment quand vous faites de la prospection, je vous invite à utiliser ça aussi. Plutôt que de prospecter la personne pour lui dire hey, coucou, je peux faire un audit gratuit, n'hésite pas à prendre un rendez-vous ici, ou coucou, je suis gestionnaire en patrimoine et du coup, j'ai vu que vous étiez dirigeant d'entreprise, donc je vous propose de faire un audit patrimonial gratos, prenez rendez-vous. Ça, c'est nul. Par contre, si cette même personne m'avait envoyé le guide pour bien investir son argent quand on est dirigeant d'entreprise ou que sais-je, avec les 3 meilleures méthodes pour du coup développer son patrimoine, par exemple, ça aurait été beaucoup plus intéressant. Là, j'aurais peut-être cliqué en disant ah ouais, tiens, intéressant, je vais voir s'il y a d'autres techniques. Et puis au bout d'un moment, ça serait devenu voilà, on serait rentré en relation et peut-être qu'un jour il se serait passé quelque chose. Donc, qu'on soit en prospection ou qu'on soit sur une étape de ce qu'on appelle de nurturing, c'est-à-dire en marketing automation, où on va envoyer d'autres contenus via une newsletter ou des choses comme ça, je vous recommande de ne proposer que des contenus gratuits, intéressants et désintéressés. Ce sont ces types de contenus qui vont le plus déclencher la fidélité des personnes, qui vont le plus déclencher d'opportunités, et les gens ne vous mettront aussi pas en spam parce que à chaque fois, ils apprendront des choses grâce à vous. Qu'on soit en B2B ou en B2C, ça vaut le coup de pouvoir proposer ce type de contenu à forte valeur ajoutée pour générer des leads et ne pas les embêter. Voici les 10 erreurs à ne pas faire quand on parle d'emailing et de marketing automation. C'est notamment de vouloir tout de suite faire un système parfait. C'est-à-dire de vouloir aller trop loin. Au début, il faut commencer simple. De n'avoir aucun contenu GID. Donc, de ne pas être gratuit, intéressant et désintéressé. D'être un spammer. On estime que si vous envoyez plus de 4 emails par mois, les gens ont de fortes chances de se désabonner, de vous mettre en spam ou donc même essayer de limiter à 1-2 emails par mois, par exemple. Notamment, je ne recommande pas du tout d'envoyer un mail de prospection et de relancer 14 fois. Ça n'a aucun intérêt. Certes, peut-être que tout le monde va vous répondre ou vous mettre en spam à la fin, mais votre image de marque sera pas top et les gens ne sont pas intéressés par ce que vous racontez. D'oublier d'être un être humain, donc de signer vos mails avec signer la direction ou l'équipe ou que sais-je. Signez toujours vos emails avec, essayez d'humaniser un maximum. Signez avec votre prénom, signez avec le prénom d'une autre personne dans la boîte. Si vous êtes au marketing, signez avec le nom du dirigeant, j'en sais rien. La majorité des emails de Pilotine sont signés par Julien Deromo ou par Choucrou ou par Sandrine ou par Valentine ou que sais-je. Donc, soyez humain le plus possible. Essayez vraiment d'avoir un plan d'action et de structurer ce plan d'action. Les erreurs à ne pas faire, c'est de se concentrer sur les mauvaises métriques. On va voir juste après les métriques. De ne pas faire de tests, de ne pas utiliser des données de sa base pour segmenter, d'envoyer plutôt dans des petits groupes d'emails et de ne pas segmenter sa base. Voici les petits workflows que je recommande en marketing automation. Donc, quand on parle de workflow, je vais vous montrer par exemple sur HubSpot. Si jamais vous téléchargez par exemple le template de cahier des charges sur notre site, vous savez le truc que je vous ai montré ici là. Si vous remplissez ça et que vous cliquez sur Hop dans ma boîte mail, et bien ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un scénario en plusieurs étapes qui va nous faire gagner en fait énormément de temps. Là où avant en fait on recevait le lead par mail et après il fallait lui envoyer le contenu, etc., etc. Et maintenant on a un scénario qui se déclenche en disant à chaque fois que quelqu'un soumet ce formulaire, et boum, il va recevoir un petit mail. On voit que le taux de clic, donc c'est-à-dire les gens ouvrent l'email et en plus, 89% des gens vont cliquer pour, bien entendu, télécharger le fameux template de cahier des charges. Après, on attend 7 jours. Après, on va envoyer une petite relance. Après, on va faire ci, on va faire ça. Donc ça, c'est le fameux scénario qui va nous permettre de gagner énormément de temps. Bien, les scénarios qu'on peut voir en général, ça va être par exemple quand une personne soumet un formulaire de contact. On va lui envoyer tout de suite un petit mail. Merci pour votre message. Après, on notifie le commercial et il y a une prise de contact sous 24 heures. Et tout cela va être automatisé. On va voir le formulaire en lien avec le téléchargement d'un livre blanc, comme le fameux cahier des charges. La personne soumet le formulaire, boum, on lui envoie un contenu, et c'est tout. On attend par exemple 3 jours, et après on relance, en posant la fameuse question dont j'ai parlé derrière. Plutôt que de demander tout de suite de prendre un rendez-vous, on repose une question, on crée en fait un échange. On peut automatiser aussi ça. Quand la personne consulte la page tarif d'un site, si la personne est enregistrée dans notre base de données, boum, on pourrait tout de suite envoyer un petit mail en disant « Hey, coucou, je prends des petites nouvelles comme ça », comme si de rien n'était, alors qu'en fait, c'est parce qu'on déclenche ça, parce que la personne a téléchargé ou en tout cas a consulté la page tarif sur notre site. Et à chaque fois, on envoie du contenu intéressant, du contenu GID. Ou encore plus compliqué, si la personne s'inscrit à un webinar. Alors là, on lui envoie le contenu, on attend le webinar, on fait hey, le webinar est dans 1 heure. Après, une fois que le webinar est passé, on envoie le replay, la présentation. Après, on va poser des questions, des choses comme ça. D'ailleurs, vous qui participez à ce webinar, sachez qu'il y a de fortes chances que vous receviez un petit mail de ma part
qui disent « Hey, coucou, alors qu'est-ce que tu as pensé du webinaire ?» Ben, je suis extrêmement preneur de votre réponse pour savoir ce que vous avez réellement pensé, comment je peux l'améliorer, etc., etc. Donc, n'hésitez pas à interagir, à poser toutes vos questions, à dire bah, « ça c'était cool, mais j'aurais bien aimé voir ça aussi ». Parce que derrière, c'est toujours intéressant de pouvoir améliorer ces process. Et si on est dans la prospection, les emails de prospection, quand on reste sur la vente, eh bien, je vous recommande en général voilà, de ne pas relancer plus de 2 fois. En général, on envoie son premier mail qui va être light, qui va pousser la personne à découvrir un concept, on va poser une petite question, après on va faire une relance et on fera une dernière relance. Si la personne ne répond pas, en général, il ne faut pas se poser de questions et il faut arrêter. Si elle ouvre les mails mais qu'elle ne répond pas, vous pouvez rajouter la personne à votre newsletter, des choses comme ça. Par contre, si ni elle ouvre l'email, ni elle répond, voilà, en fait, abandonnez, puisque c'est soit pas la bonne adresse mail, soit bah, c'est que la personne n'est pas du tout intéressée, donc ça ne sert à rien d'insister. Sinon, vous allez abîmer le taux de délivrabilité de vos emails et abîmer en fait la notoriété de votre entreprise. Si vous voulez en savoir plus sur les scénarios en marketing automation que vous pouvez mettre en place dans votre boîte, scénario de prospection, suite à un salon, suite à, ça peut être pour l'onboarding, des collaborateurs, des clients, que sais-je. J'ai un guide avec 13 scénarios prêts à l'emploi. N'hésitez pas à me le demander soit en commentaire, soit via LinkedIn. Vous m'ajoutez sur LinkedIn, Julien Doromo, et vous me demandez, tiens Julien, est-ce que tu peux me passer le guide sur les 13 scénarios prêts à l'emploi en marketing automation? Et je me ferai un réel plaisir de vous envoyer tout cela. On va retrouver tout ça dans le guide. Ok, passons sur les performances maintenant et le suivi des KPIs. Eh bien, il faut savoir qu'avec les outils de marketing automation, par exemple, qui comprennent tout ce qui est marketing, donc l'envoi d'emails, l'envoi de campagne, l'envoi de newsletters, le suivi des visites sur le site et tout ça, mais aussi la brique commerciale, on peut retrouver pas mal d'éléments. Notamment, on va voir les statistiques de visibilité, les statistiques de génération de leads. Combien de contacts j'ai généré ces 13 derniers jours et par rapport à d'où venaient ces contacts? Est-ce qu'ils venaient de Google, de la pub et tout ça? Parce que le but du jeu, c'est d'enrichir ces contacts le plus possible. On va voir aussi les statistiques de lead magnet. Combien de personnes ont téléchargé tel contenu sur le site? Parce que le nerf de la guerre, c'est de générer du contenu. Par exemple, nous, on voit que majoritairement, les gens téléchargent notre fameux template de cahier des charges, mais aussi un template qu'on a sur la stratégie réseaux sociaux. Ils répondent à quelques questionnaires pour calculer le budget de leur design, le budget de leur site, SEO ou même le formulaire de contact directement. On voit que le formulaire de contact, c'est beaucoup moins que tous ces contenus. Ça va garder en tête du coup que proposer des contenus à télécharger sur son site, c'est un bon moyen de générer des leads et de vendre après derrière grâce à l'emailing en automatisant tout ça. Si on regarde un peu plus la partie emailing, là on voit quelques stats qu'on a par exemple sur HubSpot. Là, je vous montre tout simplement ce qu'on peut retrouver sur les tableaux de bord sur HubSpot par rapport à performance marketing. En fait, tout ça, toutes ces stats sont automatisées et on retrouve toutes les stats tous les mois qui sont à jour, etc., etc. Donc, si je prends les performances email, par exemple, je vais revenir ici, on voit que là où il y a le plus d'envoi de mails, bien entendu, c'est notre newsletter. On a envoyé une newsletter en mai qui parlait de ChatGPT et du référencement naturel. Et donc, on a eu un 40% de taux d'ouverture. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le taux moyen en France d'ouverture d'email, mais on est plutôt sur du 20%. Donc, 40% de taux d'ouverture et 2% de taux de clic. Alors, 2%, pour le coup, ça, c'est la moyenne. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas été super bon là sur le taux de clic. Ça veut dire qu'il faut qu'on s'améliore sur la prochaine newsletter. Par contre, 40% par rapport à 20, là, on est carrément bon. Donc, on est 2 fois meilleur que la moyenne française sur le taux d'ouverture. Par contre, on est dans la moyenne sur le clic. Sur les autres emails qui sont envoyés là automatiquement. Donc, les gens qui ont téléchargé notre cahier des charges, par exemple. On a envoyé 44 mails sur les 30 derniers jours par rapport à ces personnes-là. Taux d'ouverture, 92%, donc là c'est excellent. Taux de clic, 88%, c'est excellent aussi, mais parce que les gens avaient demandé à télécharger ce contenu-là. Si on voit la relance, par exemple, là on est sur du 41 de taux d'ouverture et 2,5% de clic, etc., etc. En tout cas, le but du jeu va être de suivre scrupuleusement vos statistiques. Là, on est sur des statistiques qui sont nettement très bonnes. Si vous avez du 20% de taux d'ouverture et du 2% de taux de clic, on est bon. Mais on voit que y a des contenus qui vont moins cliquer que d'autres, etc., etc. D'où le but, l'objectif en tout cas d'alterner les messages et d'automatiser, parce qu'on voit qu'en fait, nos statistiques sont largement meilleures quand c'est automatisé d'ailleurs, parce que ça répond plus à un besoin précis d'une personne. Là où quand on envoie la newsletter à tout le monde, les stats sont bonnes, mais pas excellentes non plus.
Donc voilà, et donc le but c'est de suivre, est-ce que vous avez de plus en plus de monde qui ouvre vos contenus? Est-ce que votre taux de clic est toujours bon? Voilà, le taux de clic moyen, par exemple chez nous, est de 4,49%. Et en suivant ces stats, vous allez pouvoir suivre vos performances. Et voilà, on en arrive un petit peu au bout de cette présentation. Alors, j'ai voulu vous parler de plein de sujets en lien avec l'emailing, la vente, tous ces sujets-là. À garder en tête, moins vous êtes commerçant, moins vous êtes agressif, moins vous êtes bourrin, que ce soit sur la prospection, le marketing, plus ça marche. Par contre, ça veut dire que vous allez avoir des retombées plutôt sur le long terme. Et avoir des retombées sur le long terme, c'est bien, mais ça veut dire qu'il faut attendre. Si vous voulez être un petit peu plus poussif, vous pouvez vous permettre d'être dans plutôt des mails de prospection. Il faut savoir que nous, chez Pilotine, à titre personnel, on le fait beaucoup moins, pour la simple et bonne raison que ça fonctionne moins. C'est-à-dire que si on est trop dans l'agression, enfin pas dans l'agression, mais voilà, la personne ne vous a rien demandé et vous lui envoyez un mail pour dire hey, coucou, j'existe et regarde, si ça t'intéresse, je peux te faire un audit gratuit. Ça, c'est pas top. Par contre, si vous contactez la personne pour lui dire hey, voilà un contenu, qu'en penses-tu? Point d'interrogation. Là, ça peut être un petit peu plus intéressant. Quoi qu'il en soit, le but du jeu, c'est de définir correctement vos objectifs, de définir correctement votre entonnoir de prospection, parce qu'il n'y a pas que l'emailing en fait qui est à prendre en compte. Il y a surtout la captation du mail, à quel point ce mail est qualitatif et quel est le contenu que vous allez envoyer régulièrement. Et en fait, de mettre en place une certaine routine en espaçant vos contenus et en envoyant différents types de mails. Autant des mails 100% automatisés que des mails que vous allez envoyer manuellement, que des newsletters que vous allez envoyer mensuellement. En tout cas, le rythme d'envoyer une newsletter par mois est vraiment un bon rythme, notamment en B2B. En B2C, on remarque plutôt une newsletter par semaine, à savoir que les meilleurs moments pour envoyer une newsletter, ça va être par exemple le mardi ou le jeudi, et c'est souvent soit le matin très tôt, soit plutôt vers 17h. C'est à ce moment-là que les gens sont les plus réceptifs. Et surtout, c'est de bien vous outiller et d'avoir un outil qui vous permette d'envoyer vos campagnes, mais surtout de pouvoir calculer les différentes statistiques et de pouvoir améliorer ça au fur et à mesure de ce que vous faites. Voilà, j'en ai fini un petit peu avec toutes ces présentations. Donc du coup, on va passer à la partie questions-réponses. Mais avant de passer aux questions-réponses, je vous recommande nos prochains webinars que vous pouvez trouver directement sur ce lien. Comment faire? Donc notamment, qu'est-ce qu'on va aborder ces prochains mois? On va aborder le marketing digital 2024-2025 en 1 heure top chrono, de comment s'organiser d'un point de vue digital au niveau de ressources, budget, quelles sont les étapes à mettre en place pour vraiment sa stratégie digitale. Ensuite, on va construire une image de marque solide. On va parler storytelling, communication, et notamment, ça sera avec Alix, mon associé, où on va parler de la création d'une marque et comment embarquer autant les prospects que les clients, que les collaborateurs. Donc, ça va parler marque employeur et tout ça. Donc, sur l'image de marque, ça va être très intéressant. Comme ça, vous pourrez découvrir que d'ailleurs, Pilotine et l'image de marque de Pilotine, ça vient pas de moi, mais ça vient de mon associé Alix, et de un peu voir comment on crée tout ça. Ensuite, on parlera de stratégie SEO en préparation pour 2025 avec Choucrou, et stratégie réseaux sociaux aussi avec Romain. Alors ça, c'est dans un peu plus de temps, mais n'hésitez pas à vous inscrire pour recevoir le replay et tous ces éléments-là, histoire de pouvoir être au courant des prochains webinars. Alors, au niveau des questions, alors, il y a une question de la part de Annie qui dit « Parfois, les emails partis depuis HubSpot tombent dans les spams. Est-ce qu'il y a une idée pour éviter ?» Alors oui, tout à fait. Vous avez pas mal de choses à optimiser, notamment quand vous commencez à prendre ce type d'outils, que ce soit Brevo, Pledzi, ActiveCampaign ou HubSpot. À chaque fois, ça va parler de DKIM, ça va parler de SPF, ça va parler de pas mal de choses. C'est-à-dire que vous avez des éléments à paramétrer avec votre nom de domaine pour qu'en fait, les emails soient envoyés depuis le serveur de HubSpot ou votre serveur d'ailleurs, qui aura une meilleure image de marque, enfin une meilleure notoriété. Parce qu'en fait, quand vous passez par Brevo, par exemple, ça envoyé depuis le serveur de Brevo. C'est-à-dire que s'il y en a qui font n'importe quoi sur Brevo, vous allez vous-même en pâtir. D'où l'intérêt de cleaner à fond sa base de données et de surtout de faire attention au poids des images, à l'intitulé de son mail, etc., etc. En général, l'erreur numéro 1, elle est liée à vous-même. C'est-à-dire que votre email va être trop lourd,
votre email ne va pas avoir un bon objet, voire vous avez envoyé trop d'emails, pas top, un peu cracra à vos contacts et du coup, vous avez peut-être abîmé la notoriété de votre nom de domaine. Donc, pour ce faire, c'est d'envoyer les mails les plus propres possibles, de les nettoyer et de les tester avec Mail Tester dont j'ai parlé. Réjeanne, top cet outil, mais est-ce que cela fonctionne avec les email tests? Sinon, sur HubSpot, on est obligé de créer un contact à chaque fois et une campagne. Alors oui, pour les email tests, Réjeanne, le meilleur moyen, c'est de s'envoyer l'email à soi. Et derrière, en fait, on va juste transférer le mail à la personne. On va le cleaner un peu comme s'il était envoyé depuis ton email à toi. Du coup, ça permet de tester au moins le contenu. Ça va tester l'objet, si le mail n'est pas trop lourd, ça va tester tous ces éléments-là. Et après, bien entendu, sinon, il faudrait à chaque fois créer, tu as raison, un contact sur HubSpot si tu veux créer directement si tu veux faire ça depuis HubSpot. Mais sinon, un bon moyen, c'est de l'envoyer depuis ta propre adresse mail. Parce que par exemple, depuis HubSpot, nous, on va envoyer au final depuis l'adresse mail julien@pilotine.com. Et du coup, ça vaut le coup de tester. Donc, j'ai juste à transférer tout ça. C'est un peu moins juste que si je l'envoyais depuis HubSpot, tu as raison, mais ça permet quand même de faire une bonne partie du taf. Donc, tu peux te l'envoyer, après le transférer à Mail Tester. Sinon, à chaque fois, il faut créer un contact. Pierre a demandé, un mail de relance, c'est bien, est-ce que 2, c'est trop? Alors, c'est pas forcément trop, ça dépend de la relance et ça dépend du sujet initial. En gros, si Pierre, tu envoies un email pour dire « Hey, coucou, j'existe, je suis le meilleur, faut passer par moi et voici une grosse promo », alors que la personne ne te connaît pas, déjà, le premier email, il est trop. C'est parce qu'il est nul. Donc là, tu as beau faire 18 relances, de toute façon, de base, c'est mal parti. Par contre, si ton premier mail, c'est voilà, j'ai découvert que vous étiez dans tel secteur et je vous propose tel contenu, qu'en pensez-vous? Là, tu peux te permettre de faire une relance en disant avez-vous regardé le contenu? Qu'est-ce que vous en pensez? Ou que sais-je? Parce que tu étais sur un mail plutôt de découverte, des besoins potentiellement. En général, il faut abandonner absolument après 4 relances. On estime qu'on a eu à peu près tous les retours qu'on devait avoir au bout de 4 relances. Donc voilà, donc 4, c'est le max du max du max. Sinon, je recommande effectivement 1 ou 2 relances maximum pour ne pas abîmer en fait la relation avec la personne. Et surtout, si la personne elle a ouvert et tout ça, bon là, vous pouvez relancer un petit peu plus. Si elle a ouvert, si elle a cliqué. Si elle a ni ouvert ni cliqué, laissez tomber. Et là, 2 relances, en fait, c'est trop. Mais tout part du message de base. Isabelle, j'utilise Mailjet pour l'envoi d'emailing. Cependant, nous sommes vite limités au niveau du design. Je fais donc mes visuels sur Canva et je les importe en images. Est-ce que cela peut poser problème au niveau de la lisibilité de vos emails? Peut-être que c'est lu comme spam. Effectivement, là, on touche du doigt un truc intéressant. Plus vous allez structurer graphiquement vos emails, un peu à l'image de ça, plus ça va passer en spam. Pour la simple et bonne raison que déjà les gens, en fait, le truc va être trop lourd. Par exemple, ici, là, ça va être une grosse image. Et en fait, si ce ne sont que des images, je ne sais pas si ça vous le fait, mais des fois, en fait, si c'est un email promotionnel, ça va vous cacher les images. Donc, en fait, vous allez juste rien voir. Donc, déjà, 1, la personne ne verra pas votre contenu. Et 2, ça risque de passer un peu plus en spam parce que le contenu va être trop lourd. C'est pour ça que pour les emails de newsletter ou de prospection, je recommande fortement un contenu plutôt de ce type-là, où on va favoriser le fond du contenu. Le fond et pas forcément la forme. On va forcément privilégier plutôt le contenu, la qualité de son contenu et faire comme si le contenu était envoyé depuis son propre email, avec la petite signature à la fin. Nous, la majorité de nos mails de prospection ou de nos mails qui sont envoyés en marketing automation sont envoyés de la part de Julien. Je peux vous montrer. Tac. Si on va là sur mon template d'email et que je vais voir le mail qui est envoyé ici, si j'envoie ce mail, et regardez, le mail qu'on envoie, c'est comme ça. Hello, voici le lien pour télécharger nanana. Est-ce qu'il peut répondre à ton besoin? À ta dispo, Julien. Vous voyez, c'est ma signature. Je dis hello, donc là, ça fait hello prénom et hello Jacques, par exemple. Mais vous voyez, on ne s'est pas tarabiscoté, quoi. On a fait du simple, efficace. Et ça, c'est le meilleur moyen d'avoir des bons taux de retour. Donc, il faut vraiment essayer de simplifier un maximum. Donc, Isabelle, je comprends ce que tu veux dire, parce que Mailjet est limité, tout ça. Mais du coup, peut-être qu'il faut en profiter pour faire un peu plus simple et éviter de trop rajouter de fond, enfin de forme. Il faut éviter de trop aller sur la fin. Autre question d'Isabelle. Est-ce que si j'utilise une adresse mail d'envoi connue par nos clients, le mail peut tout de même passer en spam? Eh bien oui, en fait, le meilleur moyen qu'ils ne passent pas en spam, c'est de les envoyer manuellement depuis votre Gmail ou votre Outlook. Mais là, vous n'êtes pas rendu. Donc,
et ben du coup, c'est d'utiliser un outil externe qui va permettre de l'envoyer en masse, parce que sinon, il faut envoyer juste à peu de monde. Donc, si vous voulez envoyer à plus de gens, il faut quand même utiliser un outil. Mais même si votre email est connu, il peut arriver parfois que ça passe en spam. Donc, plus votre mail est léger, plus il est simple, plus il est envoyé quand même depuis une adresse connue, et plus vous avez bien fait le travail en segmentant bien votre cible et en envoyant un contenu intéressant et qualitatif, moins vous avez de chances de passer en spam tout de même. Donc, voilà. Si vous faites les choses correctement, il y a moins de spam. Nous, avant, quand on faisait un peu des choses cracra et que je faisais un peu le bourrin en prospection, honnêtement, je passais très souvent en spam. Depuis qu'on a arrêté et qu'on fait que de l'ultra qualitatif, on n'a plus trop ce problème. Plus personne nous dit « Ah mince, je vous ai trouvé en spam ». Ça ne nous arrive plus. Message d'Étienne. Si on est passé en spam, il est possible d'en sortir. Oui, carrément, surtout si c'était lié au contenu de ton mail qui était trop lourd. Par contre, si c'est lié en fait à ton nom de domaine qui a été un peu abîmé, et ça tu peux le savoir avec Mailtester, en gros, si tu as été blocklisté, si tu as été mis dans des listes de spammers, là forcément, là c'est chaud patate. Mais on a pu checker avec un client qui passait très régulièrement en spam dernièrement. C'est juste qu'il envoyait à trop de monde, qui était trop peu qualifié et que son email était trop lourd. Et au final, eh ben maintenant, on a réussi à corriger le tir. Alors, ça va prendre quelques mails pour corriger le tir, pour faire en sorte qu'on soit un peu mieux vu par les serveurs d'email, mais ça se fait carrément sur du court moyen terme, de changer le principe. Par contre, si tu as fait trop le bourrin Étienne, honnêtement, des fois, il y a un moment, son domaine, on peut le jeter à la poubelle et envoyer depuis notre adresse mail. Mais en gros, ça prend du temps pour être bien accepté par les serveurs, pour qu'ils puissent voir que ce domaine, donc par exemple pilotine.com, est qualitatif, ça prend du temps. Et si on a fait n'importe quoi, ça peut prendre un petit peu de temps aussi à se redorer son blason. Que pensez-vous du mailing via Wallaxy de la part de Claire? Alors là, si c'est des emails qui sont envoyés pareil, si le contenu est qualitatif, eh ben vos emails ont peu de chances seront bien. Enfin, Claire, du coup, tes emails seront bien. Par exemple, par contre, si c'est des emails pas top, qui sont trop pushy, trop commerciaux, eh ben il y a forte chance qu'ils passent en spam aussi. Etienne dit qu'il est listé sur Sorb. Alors, je ne connais pas Sorbs, qui est sûrement un serveur d'envoi, mais alors si tu es listé en blacklist sur certains serveurs de messagerie et tout ça, là, ça sent pas bon. Donc, ça veut dire, soit Etienne, que ça va prendre un petit peu plus de temps que d'autres pour sortir du marasme de ton blocage, soit essaye d'autres mails avec un autre nom de domaine. Et si tout de suite ça résout ton problème, voilà. Mais il y en a, ils ont tellement fait n'importe quoi qu'ils sont obligés de changer d'adresse mail. Et ouais. Comment gérer le RGPD? Très bon message de Claire. Alors, je vais juste, pour aller très vite sur le côté RGPD, sur mon partage d'écran là, le seul truc sur lequel il faut être très clean, notamment quand vous êtes en B2B, c'est ça, de pouvoir donner la possibilité à la personne de se désabonner. C'est le seul truc qu'il faut retenir sur B2B. Que vous fassiez de la prospection, que ce soit du marketing automation, que sais-je, il faut juste lui donner le moyen de se désabonner. Par contre, si vous êtes en B2C, alors là, c'est un peu plus chaud. Et notamment, il faut ça. Vous voyez, en B2B, ici, on peut se permettre de mettre juste ça. Pour examiner votre demande, nous traitons vos données personnelles. Ça, c'est très clean. Par contre, en B2C, j'aurais dû mettre une case à cocher. Je veux absolument recevoir les informations que vous allez envoyer. Il faut qu'il y ait un élément explicite. Alors qu'en B2B, on peut y aller un peu plus comme des bourrins. Par contre, il faut laisser la possibilité à la personne de pouvoir se désabonner ici. Donc, se désabonner, c'est pour tout le monde, B2C comme B2B. Par contre, B2C, il faut être beaucoup plus clean sur le consentement en mettant une petite case à cocher ici et ça fait le taf. Par contre, B2C, pas moyen de faire de la prospection à froid, en gros. Je vais regarder dans question Christophe. Christophe, dans MailChimp, j'ai l'impression que si le contact ne télécharge pas les images, la newsletter n'est pas considérée comme lue. Alors oui, c'est fortement probable puisque en fait, souvent pour que l'email soit vu comme lu, eh bien, on affiche en fait une petite image qui fait un pixel, qui est tout petit, en fait, qui est invisible. Et c'est quand l'image s'affiche que du coup le serveur de Mailchimp arrive à détecter que ça a été vu. Donc effectivement, si la personne n'affiche pas les images, il y a de fortes chances que ça passe à la trappe. Donc du coup, voilà, c'est ce petit pixel-là qui peut faire la différence. Donc oui, alors à voir si c'est encore comme ça, mais je sais qu'à l'époque, Mailchimp mettait un petit pixel qui est caché et s'il s'affiche, boum, ça fonctionne. Donc c'est une mini-image que personne ne voit, mais donc si la personne bloque les images, eh ben oui, c'est vu comme si c'était pas ouvert. Allez, je vais prendre juste 2 dernières questions et on sera bon. Benjamin Gauthier qui nous dit comment gérer le RGPD en étant accompagné par DPO. Effectivement, on a un super partenaire qui s'appelle DPO. DPO.
qui a un DPO externalisé, donc qui va assurer que tout est conforme. D'ailleurs, c'est avec eux que nous avons fait nos super emails, qu'on a optimisé les petites phrases ici, qu'on a fait les politiques de confidentialité. Donc, n'hésitez pas à contacter DPO de ma part ou de la part de Pilotine et ils vous feront un super accueil et ils s'occuperont très très bien de vous, effectivement. Donc voilà, vous pouvez passer par des DPO externalisés. Et sinon, Isabelle, pour la dernière question, de juin à juillet, nous allons envoyer des… Alors, hop. De juin à juillet, nous allons envoyer des emails toutes les semaines. C'est une demande du directeur. Attention, les demandes du directeur, des fois, il faut faire gaffe. Donc, on va envoyer un email du directeur toutes les semaines pour que les personnes pensent à nous contacter pour leurs besoins en été. Un emailing me paraît trop peu, mais par mois. Donc là, ça va être la limite. Si, Isabelle, tu envoies un email par semaine en donnant un contenu très qualitatif, en disant genre les petits tips de l'été ou nos super recommandations de l'été, franchement, tu peux le faire. Si c'est un mail juste pour dire coucou, on est là, si vous avez besoin d'aide en cet été, franchement, le fais pas parce que c'est le meilleur moyen qu'à la fin tout le monde dit putain, elle m'a saoulé celle-là, bam, ils mettent tout en spam. Donc, si c'est pour envoyer le petit contenu, les petits devoirs de vacances, le petit cahier de l'été, je sais pas quoi, avec du contenu intéressant, franchement, go, vas-y. Et tu mets à la fin en disant on est disponible. Si c'est que de la relance pour dire coucou, on est là, franchement, là, ça va être, c'est pas top. Franchement, c'est pas top. Et c'est pour ça qu'on recommande plutôt un par mois. Mais si c'est du contenu intéressant, gratuit et désintéressé, le fameux GID, franchement, là, tu peux y aller à fond. Les gens, ils ont des choses à apprendre. Pour Claire, oui, il y aura un replay. Il y aura un replay que tu pourras utiliser si besoin. Et surtout, je vous enverrai la présentation que vous aurez par mail à la fin de ce webinar. Je vous souhaite à tous une excellente journée. N'hésitez pas à dire le bien que vous avez pensé de ce webinar à d'autres si vous souhaitez qu'ils puissent eux aussi monter en compétences en emailing. N'hésitez pas à les renvoyer vers le replay. N'hésitez pas, j'avais mis le lien juste au-dessus, à vous inscrire aux prochains webinars qui vont être super intéressants. Et surtout, bah voilà, je vous remercie tous. J'espère que j'ai été utile aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une excellente journée et restez, si vous le souhaitez, sur le lien, parce que quand je vais terminer l'événement, ça va vous rediriger vers une page où vous retrouverez les prochains webinars et surtout tous les outils qu'on utilise avec des codes promo, des codes de test et des vidéos de démonstration. Tous les outils en lien avec l'emailing, le marketing automation, tout ça, tout ça. Et puis, on reste en contact sur LinkedIn. À bientôt. Ciao, ciao.